Notre Dieu d'amour qui est dans les cieux, nous te remercions pour ce jour de sabbat. Nous te remercions de nous permettre de nous réunir pour obtenir des informations qui donnent un sens à la confusion et au tumulte qui règne dans le monde en ce moment. Nous ne voulons pas ajouter à cette confusion, Seigneur, donc nous te demandons de guider nos discussions, nos pensées et nos études. Et nous prions pour ta présence. Nous pensons à tous les membres de l'Océanie aujourd'hui et nous demandons une bénédiction pour eux aussi. Ne nous quitte pas ce matin, Seigneur, jusqu'à ce que tu nous bénisses. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bonjour, j'ai remarqué qu'il y a quelques personnes de plus, donc je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire une petite révision de ce que j'ai partagé à Fidji en mars, en avril, qui a été enregistré il y a quelques semaines et se trouve sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, vous devez l'être. En fait, peut-être qu'après cela, nous pourrions parler de toutes les chaînes ministérielles auxquelles vous devriez vous abonner et appuyer sur le bouton de notification. Donc si vous n'avez pas entendu ces 2 premières études, je vous demande de rester silencieux pour cette étude particulière parce qu'elle ne pourrait ne pas avoir de sens. Et j'expliquerai des choses par la suite où vous pouvez aller regarder les études, je l'espère. Alors, méfiez-vous de la personne qui anticipe son étude en disant qu'elle sera courte, parce que c'est jamais le cas, mais je pense que qu'elle sera courte. C'est ce qui est prévu en tout cas. Alors, la discussion porte sur la loi du dimanche, et l'étude a commencé par une étude de l'acte 27 et des 2 navires, les paraboles des 2 navires qui nous donnent les 2 lignes, l'une commençant en 1798 et l'autre en 1989. Nos 2 temps de la fin. Nos choses anciennes et choses nouvelles, tirées de Matthieu chapitre 13. Tous les bons scribes qui sont diligents dans les choses du royaume de Dieu doivent les avoir. Nous avons donc passé en revue ces lignes et en particulier nous avons regardé la loi du dimanche. Donc nous sommes arrivés à la fin de nos lignes et nous voulons connaître et noter que la période de temps entre le cri de minuit et la loi du dimanche est la loi du dimanche qui est le naufrage. Et nous savons que ça, c'est le renversement des États-Unis, des institutions des États-Unis. Et j'ai apporté cette partie également de la 2e ligne. Je l'ai agrandie. Nous notons que la bataille de Bénéventum a eu lieu en 275 avant Jésus-Christ. Non, avant ça. Dans Acte 27. Acte 27 nous donne le cri de minuit, c'est le doublement. C'est le moment où ils peuvent voir que le naufrage se profile à l'horizon. Acte 27, 37, on nous a dit qu'il y a 273 personnes à bord de ce bateau. Si on enlève Aristarque, Luc et Paul, il en reste 273. Cela nous donne les 2 groupes. Un groupe étant les Lévites et l'autre groupe les 3 prêtres. Nous sommes donc 273 avant Jésus-Christ. Nous utilisons ce chiffre 273 comme symbole des Lévites, mais nous sommes également remontés dans l'histoire et nous avons regardé 273 avant Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'il y avait un événement très important qui s'était produit cette année-là. Donc ici, on l'agrandit, 273 avant Jésus-Christ, c'est l'année où l'Égypte a envoyé sa délégation ou ses ambassadeurs à Rome. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que Rome avait vaincu Pyrrhus en 275 avant Jésus-Christ. Rome était arrivé sur la scène mondiale, le monde la remarquait, et l'Égypte a envoyé des ambassadeurs à Rome pour forger des alliances et des amitiés avec la puissance montante. Donc nous marquons donc 275, moins 275 comme étant de 2021, la bataille de Bénéventum, moins 273 comme étant le 24 juin 2022, qui est l'affaire Jobs versus Jackson Women's Health Organization, l'affaire de la Cour suprême qui a renversé Roe versus Wade. Dans ma première étude, j'avais juillet, mais c'était une erreur. C'est juin, c'est bien juin, et merci à ceux qui me l'ont dit.
Donc, le 24 juin et pas le 24 juillet. L'étude ensuite a montré que 272 avant Jésus-Christ, Rome a envoyé une délégation en Égypte. Nous savons également que la bataille de Tarente, ou plutôt Tarente, est tombée. Et nous avons la bataille d'Argos et la mort de Pyrrhus. Mais c'est aussi à ce moment-là que Rome envoie des ambassadeurs en Égypte, avec à leur tête Quintus, Fabius, Maximus, Gorgias. Et pour ceux qui n'ont pas regardé les deux premières présentations, petite info, nous marquons cela comme étant 2024 de cette année, la loi du dimanche, le naufrage. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que nous sommes revenus au nom de Quintus, Fabius, Maximus, Gorgias. Et nous avons noté dans la nomenclature romaine, c'est ainsi qu'ils construisaient leur nom, que Quintus, c'est son prénom. Avec les noms romains, on a un prénom qui est votre nom personnel, votre prénom. Et donc son prénom était Quintus, et on était Quintus soit si on était le 5e fils, ou si on était né au cours du 5e mois. Il y avait deux raisons donc pour lesquelles on pouvait s'appeler Quintus. Fabius, c'est son nomen, qui est pour les Romains était le nom le plus important. C'est le nom qui identifiait le peuple ou la tribu à laquelle vous apparteniez. C'est ce qui vous donnait votre autorité dans la société. Si vous apparteniez à un peuple fort, important, à une tribu puissante, alors votre nom pouvait vous mener loin. Par exemple, Jules César, par exemple, était né pauvre, mais ça n'avait pas d'importance parce qu'il appartenait à la tribu des Julia. Donc il pouvait gravir les échelons. Et nous avons remarqué que Fabius signifie cultivateur de haricots, donc des fèves, c'était des fèves, il cultivait des fèves. Et nous avons montré donc que les fèves étaient utilisées pour les élections ou le vote. Nous les appelons fèves ou haricots. Elles sont connues sous plusieurs noms. Si vous avez entendu l'expression spill the beans, aujourd'hui on dit cracher les haricots. Ça veut dire qu'on demande à quelqu'un de divulguer des informations secrètes. C'est ainsi qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc quelqu'un sait quelque chose que vous ne savez pas. Donc allez-y, crachez le morceau, dites-nous ce que vous savez. Mais il y a des origines, il est d'origine grecque. Cela signifie que vous portez l'urne qui contient tous les haricots clairs qui représentent les votes positifs et les haricots noirs qui représentent les votes négatifs. Et si vous les renversiez, si vous faisiez tomber l'urne, alors l'information était divulguée. Trop tôt, pour ainsi dire. Vous aviez donc l'information avant que vous ne soyez censé la recevoir. C'est un résultat d'élection. Donc divulguer les informations, cracher le morceau, c'est obtenir le résultat de l'élection. Et ensuite, Maximus Gorgias, c'est son cognomen, c'est-à-dire comme un surnom, c'est un nom descriptif. Et vous pouvez obtenir un cognomen à partir en tant que surnom, ou il peut également montrer à quelle famille vous appartenez dans cette tribu particulière. Pour plusieurs raisons, il peut vous être donné donc. Donc on l'appelait Maximus Gorgias parce que dans sa jeunesse, il était assez excessif. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais par exemple peut-être qu'il buvait, faisait la fête, etc. On l'appelait Maximus Gorgias. C'est ainsi donc que son nom est apparu. Donc nous avons identifié que la loi du dimanche est liée aux élections et au vote. Et donc nous avons parcouru l'histoire du droit de vote, particulièrement aux États-Unis, parce que nous voulons connaître la vérité sur la quatrième bête, qui est Rome, qui identifie les États-Unis à la fin du monde. C'est le pays glorieux. Il y a la moitié du monde vote cette année, mais la Terre, le pays glorieux est le seul pays sur lequel tout le monde se concentre. Alors, mais tout d'abord, juste 2 ou 3 choses sur Maximus déluge maximum. Je suis tombée sur un article de la Société royale de Victoria. Alors, je vais vous le partager. Alors, la Royal Society of Victoria rassemble la communauté scientifique de Victoria.
L'adhésion est ouverte à toute personne intéressée par la science et son histoire. Et là, c'est l'édition d'avril 2024. Nous allons lire les 2 premiers paragraphes. C'est à propos de la montée de la désinformation et des fausses informations. Dans ce numéro, nous examinons 4 crises auxquelles notre planète est actuellement confrontée. Pour 3 d'entre elles, il est relativement facile de voir la menace. La chute de la biodiversité menace l'existence des espèces. La pollution de l'air, de l'eau et des sols a un impact sur la santé de tous les êtres vivants. Et le changement climatique plonge de plus en plus les systèmes terrestres dans le chaos. On a vraiment l'impression qu'il s'agit des cavaliers de l'apocalypse. Donc lui, il a relevé ces 3 choses, le déclin de la biodiversité, la pollution et le changement climatique. La 4e de ces crises, la montée de la désinformation, peut sembler moins catastrophique que ses homologues. Mais elle est sans douter le cavalier qui a précédé les autres. Il est essentiel de comprendre, d'endiguer et de contrer la désinformation si nous voulons avoir la moindre chance de faire face à ces crises planétaires. Qu'est-ce que la désinformation? Quels sont les problèmes qu'elle cause? Et surtout, que pouvons-nous faire pour y remédier? J'ai aimé leur explication ici, leur définition. L'information renseigne un public sur quelque chose. Il s'agit de données qui ont été traitées et mises en contexte afin de leur donner un sens. Les chiffres 12, 18 et 90 sont des données apparemment aléatoires. Mais avec le contexte de 12 buts, 18 arriérés, 90 points, ces chiffres informent le public du score victorieux de Collingwood lors de la grande finale de l'AFL 2023. Il est évident que cette personne sait qui elle suit. La différence entre la désinformation et la mésinformation réside dans l'intention. Les deux font référence à des informations fausses, inexactes ou trompeuses. La désinformation est partagée sans intention de tromper, tandis que la désinformation est créée et partagée avec... Donc la mésinformation est créée sans l'intention de tromper, mais la désinformation avec l'intention de tromper ou d'induire délibérément les autres en erreur. Si la désinformation s'apparente à un homicide, si la mésinformation s'apparente à un homicide involontaire, la désinformation s'apparente à un meurtre. Dans les 2 cas, l'information est morte. Donc ensuite, il présente l'histoire un peu de la désinformation, de la mésinformation, en donnant l'exemple de l'industrie sucrière. Mais ici, ils énumèrent, expliquent les raisons pour lesquelles nous avons vu une augmentation de cette industrie aujourd'hui. Avec une longue histoire de désinformation et mésinformation, pourquoi cela a-t-il atteint le niveau d'une crise planétaire? Le professeur Andrew Pfeffers de l'Université de Melbourne avance 2 raisons fondamentales. L'avènement d'Internet et notre difficulté à déterminer les informations que nous devons croire. Pour faire simple, c'est une question de technologie et de psychologie. L'Internet et les réseaux sociaux ont rapidement accéléré la diffusion de la désinformation, de la mésinformation et accru les risques qu'elle pose. Autrefois limitées aux anciens formats médiatiques, les informations erronées sont désormais capables d'atteindre rapidement et de manière répétée leur public et de perturber les sociétés comme nous l'avons vu lors de la pandémie de Covid-19. Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, Google Search et Google News, Snapchat et Apple News sont des plateformes numériques clés pour les nouvelles et les informations pour de nombreux Australiens. Comme l'explique l'autorité australienne des communications et des médias dans son document de position 2020 sur la lutte contre la désinformation, aussi peu réglementée qu'elle puisse apparaître, ces plateformes ont au moins certaines capacités à signaler les contenus inexacts, trompeurs ou inappropriés. En revanche, les contenus partagés sur des plateformes de messagerie cryptées, telles que WhatsApp et Telegram, sont beaucoup plus difficiles à traiter. Donc, nous reviendrons donc sur ce point, mais ce que je voulais souligner et que j'ai retenu de cet article, mais que je vois aussi ailleurs, c'est le problème de WhatsApp. Nous savons que c'est une bénédiction, mais cela peut être également une malédiction. Et si je vous parle des émeutes de Wakely, est-ce que je prononce ça bien? Oui, les émeutes de Wakely à Sydney au début de cette année.
en avril, si vous vous souvenez des émeutes de Wakely, un jeune extrémiste est entré dans une église pendant la retransmission en direct et a poignardé le prêtre en direct, si bien qu'en l'espace d'une demi-heure, 2000 personnes sont descendues dans l'église. Et l'information a circulé plus vite que n'importe quelle source d'information, par le biais de ces groupes de WhatsApp. Certains des groupes WhatsApp contenaient plus de 800 personnes, mais il y en avait un certain nombre. Et certaines personnes de ce groupe appelaient au calme, mais il y avait suffisamment de personnes qui partageaient de la désinformation et de la mésinformation sur ces groupes qui en ont créé un tourbillon. Donc WhatsApp a attiré l'attention de nombreuses personnes à travers le monde comme l'un des pires distributeurs de mésinformation. Je pense donc que c'est quelque chose que nous devons être conscients en tant que mouvement parce que nous dépendons tellement de ce système. Cela a ses inconvénients et ses pièges. Donc je voulais juste dire que sur Maximus Gurgis, si vous lisez l'article de Guardian, si vous cherchez sur Google, il parle de la manière dont l'information s'est répandue sur WhatsApp. Ils ont interrogé des gens et ils ont dit qu'ils recevaient les mêmes vidéos, les mêmes photos, mais avec des commentaires très différents et des explications différentes. Donc en fait, on ne savait pas vraiment ce qu'il fallait croire. Et c'était vraiment un problème. Ok. Donc ça, c'est Maximus Gurgis. Donc les fèves, en fait... Alors en fait, avant de retourner au vote, juste pour revenir sur Quintus, nous avons noté que Quintus, on était appelé Quintus si vous étiez le 5e fils ou né le 5e mois. Donc nous avons donc... Nous avons donc regardé le calendrier romain, le calendrier julien, et noté que dans le calendrier romain, il n'y avait que 10 mois, il s'agit d'un calendrier lunaire, et il n'y avait pas de comptabilité pour le temps d'hiver. Donc le temps pour eux, le calendrier commençait au printemps, et les mois étaient Martus, Aprilis, Maius, Juno, Quintilis, Sextilis, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce qui est tout à fait logique parce que septembre, c'est, vous avez 7, 8, 9, 10, 10 mois. Il y a eu beaucoup de changements dans le calendrier entre Romulus, le calendrier romain, et Jules César, le calendrier julien. Il y a eu un empereur qui a introduit Januarius et Févriarius, mais c'est Jules César, vers 45 avant Jésus-Christ, qui a apporté les principaux changements. Et il a transformé le calendrier lunaire en calendrier solaire et l'a fait débuter en janvier. Januarius. On dit janvier. Donc nous voyons donc l'ajout de 2 mois au jour. Beaucoup de changements en tout cas, des changements importants. Et ça ne s'est pas arrêté là parce qu'Auguste a également apporté des modifications, mais nous le connaissons toujours comme étant le calendrier julien. Donc au début de janvier, nous notons que le quintilus du calendrier romain a changé de nom pour devenir juillet. Parce que Jules César lui a donné son nom. Et ensuite Auguste a donné son nom Sextilis après lui-même. Donc, Quintilis est devenu juillet parce que c'était l'anniversaire de Jules César. Je crois que c'était le 11, 12 ou 13. 12 ou 13, je crois. Ils n'étaient pas sûrs. En tout cas, à peu près ce moment-là. Le mois d'août, c'était pas son anniversaire. Je pense que septembre était en fait l'anniversaire d'Auguste. Mais c'était un mois important, en tout cas, pour Auguste. Donc, nous avons marqué juillet comme étant le 5e mois. Et nous savons aussi, quand il s'agit de Donald Trump, nous le marquons comme étant le 5e président depuis le temps de la fin. Donc depuis Ronald Reagan, nous avons eu Bush Senior, Clinton, Bush Junior, Obama. Et le 5e est Donald Trump, mais il est également, parce qu'on a Biden, il est également le 7e. Et prophétiquement, nous comprenons que le 5e et le 7e sont les mêmes. Pensez à Sardes et à la Odyssée.
Donc il est le 5e, il est le 7e, ce qui est essentiellement la même chose. Il sera le 7e. Donc ça c'est notre quintilis. Et c'était une information que j'avais oublié d'expliquer dans la première étude. Et nous marquons aussi Jules César comme étant important parce qu'en juillet, alors attendez, je retire ce que j'ai dit. Il y a pas mal de controverses parmi les historiens pour savoir qui était le premier dictateur de la République romaine. Jules César se trouve donc à la charnière entre l'ancien empire républicain et le nouvel impérialisme. Certains disent qu'Auguste était le premier dictateur, mais il est en fait... mais en fait, Jules César est vraiment un peu à la limite et il s'est déclaré dictateur et dictateur à vie. Donc nous marquons donc Jules César ici. Lorsque nous avons regardé son nom, nous avons noté qu'il s'appelait Gaius Julius César. Gaius est son prénom. Son nom était Julius parce qu'il appartenait à la tribu des Julies. C'est son nom. Mais César est son cognomen, son surnom. Et on l'appelait ainsi parce qu'il ça indiquait à quelle tribu il appartenait. Et il appartenait pas à la tribu, mais à la famille particulière de la tribu des Julies à laquelle il appartenait. Il appartenait à la famille dont l'ancêtre avait tué un éléphant pendant les guerres puniques. Donc César, en fait, je pense que je crois que c'est phénicien, peu importe la langue en tout cas utilisée pour le punique, mais je pense que c'est le phénicien pour éléphant. Donc on peut marquer des éléphants ici. Et lorsqu'il a frappé sa première pièce de monnaie, son nom était surmonté de l'image d'un éléphant. Nous notons donc qu'en juillet de cette année aura lieu la Convention nationale républicaine. Il y aura donc 2272 délégués engagés qui se rendront à cette conférence pour voter pour Donald Trump parce qu'il a gagné les primaires. Il y en aura plus qui voteront pour lui. Ils voteront tous pour lui. Mais ce sont ceux qui se sont engagés en tout cas jusqu'à présent. Donc l'histoire donc, de César et la transition entre l'ancienne République et la nouvelle dictature impériale sont marquées par Jules César. De l'ancien système républicain à la nouvelle autocratie. De nombreux Romains l'ont considéré comme le premier empereur, le fondateur du système de domination par un seul homme. Ok, donc l'autre chose que je voulais revoir, c'est notre histoire de Daniel. Si vous vous souvenez donc, nous avons regardé aux 3 premiers chapitres de Daniel. Nous avons vu qu'ils illustraient le fonctionnement de l'évangile éternel. Donc nous allons faire cela ici. Daniel 1 illustrait le message du premier ange. Et parce que Daniel devait craindre Dieu, plus qu'il ne craignait Nebuchadnezzar, il devait rendre gloire à Dieu, ce qu'il a fait. Il a glorifié Dieu dans son corps en ne mangeant pas de la table du roi. Et parce que le jugement arrivait en 10 jours et ensuite 3 ans. 2 lots de jugement pour Daniel. Et Daniel 2, message du deuxième ange, où nous voyons l'image, elle est pleine, elle est complète.
Comme tel que Nebuchadnezzar l'avait rêvé, il a vu la chute de Babylone, de la Babylone littérale à la Babylone spirituelle, de les orteils. L'image est tombée. Et ensuite Daniel 3, qui est donc la loi du dimanche. Donc, un décret injuste et un temps de détresse comme il n'en a jamais eu. Et ensuite la fournaise ardente qui a été chauffée 10 fois comme elle avait l'habitude de l'être. Donc ces 3 chapitres illustrent le premier, l'œuvre en tout cas de l'évangile éternel, ce qui est assez intéressant, mais ça ne peut rien signifier à moins de voir un deuxième témoin. Et nous voyons un deuxième témoin dans les 3 chapitres suivants. Donc Daniel 4, Daniel dit au roi, crains Dieu, ne cesse de glorifier, tu vas être jugé. Daniel 5, c'est le message du premier ange. Daniel 5, c'est la chute littérale de Babylone. Daniel 6, la loi du dimanche, message du troisième ange. Donc on voit des similitudes et on voit des différences. Les différences que nous avons notées dans les deux lots de 3 chapitres. Je vais déplacer ça. Les 3 premiers chapitres sont une illustration de l'Église adventiste du 7e jour. Et les derniers sont une illustration des États-Unis d'Amérique. Donc c'est similaire à la parabole que nous voyons dans Acte 27, 2 institutions. Nous pouvons voir cela dans les histoires de Daniel. Donc nous voulons comparer. Si vous remarquez dans les histoires de Daniel, dans le chapitre 4, le roi est parti pendant 7 ans. Mais le royaume ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce que les institutions sont en place. Il y a Daniel. Il peut fonctionner sans Nebuchadnezzar. Dans Daniel 5, il n'y a pas de Daniel dans le royaume. Et si le royaume tombe, la mère de Belshazzar va dire « Attends, je pense que nous devons chercher ce vieux homme qui travaillait pour nous. Il va te dire ce qui se passe. » Alors le royaume tombe, pas de Daniel. Ce que nous voulions faire en tout cas, c'est comparer Daniel 6 et Daniel 3, parce que nous nous intéressons à la loi du dimanche et au décret injuste. Et lorsque nous regardons l'histoire du droit de vote aux États-Unis, c'est l'utilisation du mot suffrage. Et suffrage signifie prière. Parce que qu'est-ce que vous faites? Quand vous priez, vous demandez à quelqu'un d'intercéder pour vous, de vous représenter. Quelqu'un qui veut intercéder pour vous. Donc c'est la même chose que lorsque nous votons. Le vote s'appelle le suffrage. Ou nous nous engageons avec le gouvernement pour travailler en notre nom. Donc nous voyons ici le suffrage, ici dans le chapitre 6 de Daniel. C'est une histoire similaire mais différente dans le chapitre 3 de Daniel. Il y a des similitudes et des différences. Qu'est-ce que prie Daniel ici? Il prie la prière de Daniel 9, il prie pour la restauration. Et nous prions pour la restauration. La restauration que Daniel cherchait, la reconstruction d'une ville et la restauration d'un roi est différente de la restauration pour laquelle nous prions. Nous prions pour la restauration de l'Éden. Mais il s'agit néanmoins d'une restauration. Nous ne voulons pas de droit terrestre. Nous voyons cela comme un problème. Mais de toute façon, Daniel 6, c'est les prières. Le chapitre 6 de Daniel, donc, avec la situation difficile de Daniel, il y a différentes options qui nous sont offertes. Le décret donc injuste stipule qu'il faut prier le roi, Darius. Donc on peut adresser une requête au roi ou adresser une requête à son Dieu. Mais si vous vous adressiez à votre Dieu, vous seriez jeté dans la fosse au lion.
Donc est-ce qu'il y avait une autre option? Oui. Vous ne pouviez tout simplement ne pas adresser de requête du tout, ni de demander rien au roi, ni à Dieu. Restez chez vous, fermez vos rideaux. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que lorsque nous regardons les élections de cette année, c'est que ce genre d'attitude, c'est ce qu'on appelle des électeurs désengagés, qui auront un effet considérable sur les résultats des élections. Des études très intéressantes ont été menées depuis 2022, probablement un peu plus tôt, mais ils se sont penchés en tout cas sur le rôle des électeurs désengagés. J'aimerais donc vous donner quelques informations à ce sujet. Alors tout d'abord, je vais vous renvoyer à une page qui explique, qui donne quelques raisons pour lesquelles les personnes aux États-Unis ne votent pas. Alors ça, c'est un article intéressant, 5 raisons pour lesquelles les États américains ne votent pas. Une liste des causes connues. Donc il y a beaucoup d'Américains qui veulent voter mais qui ne le peuvent pas. Alors pourquoi pas? Parce que dans cet État, si vous êtes condamné, si vous avez été un criminel condamné, vous êtes rayé des listes électorales, listes de vote. Parfois, il est très difficile d'obtenir une carte d'électeur parce qu'il faut avoir une photo d'identité délivrée par le gouvernement, ce qui donc limite un peu les possibilités d'obtenir une carte d'électeur. Il y a des pays, non pas des îles, il y a des territoires américains comme Guam, les îles Vierges, les îles Mariannes du Nord, les Samoa américaines, Porto Rico. Ils ne sont pas autorisés à voter aux élections générales, même si le résultat de ces élections influence leur vie. Donc il y a des centaines de milliers de non-votants qui voteraient s'ils le pouvaient, mais qui ne le peuvent pas. Ensuite, il explique pourquoi l'âge, le sexe, l'éducation, le statut socio-économique et la race ont un impact sur le fait de voter ou non. Et la pauvreté est un facteur important comme raison pour laquelle les gens ont tendance à ne pas voter. Le jour d'élection a lieu un mardi, qui est la chose la plus ridicule. La raison, c'est qu'à l'époque, c'est le jour où les fermiers apportaient leurs produits en ville. C'était un jour de marché, donc ça a toujours lieu un mardi. Et donc, bien évidemment, si vous travaillez, vous n'êtes pas payé pour prendre des congés afin d'aller aux élections. Donc ça devient difficile pour les gens. Donc les gens ne votent pas parce qu'ils ne veulent pas perdre de salaire. Les gens ne votent pas parce qu'il n'y a que 2 partis et qu'ils ne se sentent pas représentés par aucun d'entre eux. Mais c'est sur ce point-là que je voudrais que nous réfléchissions. Les citoyens sont moins enclins à voter s'ils pensent que leur bulletin de vote n'a pas d'importance. Selon les données du Census Bureau, 15% des électeurs inscrits ont déclaré qu'ils n'avaient pas voté lors de l'élection présidentielle de 2016 parce qu'ils ne pensaient pas que leur vote ferait la différence. Une autre enquête de Pew Research Center a révélé que la moitié des participants n'ont pas pris la peine de se renseigner sur les élections parce qu'ils ne pensaient pas que leur vote aurait un impact sur le gouvernement. Pourtant, le vote est l'un des rares moyens dont disposent les citoyens pour faire avancer les politiques qu'ils soutiennent. Je pense que c'est quelque chose d'important à considérer parce que lorsque nous regardons à l'externe, cela peut aussi refléter ce qui se passe à l'interne. C'est-à-dire que les gens ne votent pas parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est vraiment important qu'ils participent. Et la même chose peut se produire en interne. C'est-à-dire votre bulletin de vote, votre voix compte réellement. Donc la participation de chacun est donc importante. C'est la même chose à l'externe qu'à l'interne. Je pense que c'est un point intéressant à tirer de cela. Mais ce sont ces non-votants, et il y a aussi également des électeurs désengagés. 1989 est noté comme l'introduction du World Wide Web.
Et l'information va donc exploser, auquel le monde n'a pas eu accès auparavant. À l'époque, quand je grandissais, j'avais le choix entre 2 chaînes de télévision. Si nous avions de l'argent pour acheter une antenne, et mes parents pensaient que les antennes pouvaient embellir la maison parce qu'ils trouvaient que les antennes étaient laides, donc on n'avait pas le droit d'avoir une antenne chez nous. Je ne pense pas qu'ils pouvaient se permettre, mais en tout cas c'est leur excuse. Nous pouvions avoir 3 chaînes, mais nous n'avions que 2. Donc l'une c'est ABC, et l'autre c'est Channel 7. Et lorsqu'on rentrait à la maison, il y avait des émissions pour enfants, on pouvait les regarder. Et si vous preniez le thé, vous regardiez les nouvelles pendant que vous preniez le thé ou que vous dîniez. Et après le dîner, il y avait une émission d'actualité et ensuite on passait à l'émission que l'on voulait regarder. On passait à la sitcom ou n'importe quelle autre émission ou série qu'on voulait regarder. Mais la plupart des gens étaient obligés de regarder les informations. Si vous receviez un journal et que vous n'étiez intéressé que par la section sportive, vous verriez au moins la première page du journal avant d'arriver à la section sportive. Même si vous ne la lisiez pas, vous la voyez en tout cas. L'information s'est développée de façon phénoménale depuis lors. Et aujourd'hui, les gens ont tellement de choix à la télé, sur le câble, sur Internet, qu'ils peuvent se désintéresser totalement de la politique. Et donc, aujourd'hui, des membres de ma famille allument la télé le soir et peuvent éviter totalement les informations. Ils peuvent simplement changer de chaîne ou alors aller à une chaîne qui diffuse, vous savez, ce qu'ils aiment en particulier, par exemple. Donc les personnes peuvent s'engager dans les sports uniquement, par exemple, ou la télé-réalité. Tout ce qu'ils préfèrent en tout cas est se désintéresser totalement de la politique. Mais ce que ces études révèlent, c'est que lorsque vous faites cela, vous avez plus de chances de vous retrouver du mauvais côté et pas du bon côté de la politique. Et du mauvais côté par opposition au bon côté, pas droite ou gauche. Mais ce qui se passe, c'est que par exemple, si vous regardez uniquement la télé-réalité, vous vivez dans un monde imaginaire. Il peut s'agir de travaux d'amélioration de maisons et vous regardez des maisons qui sont construites et qui sont aménagées. Ou des travaux en tout cas d'amélioration. Et ce sera quelque chose qui ne sera pas accessible pour vous. Donc lorsqu'on parle des élections, quel est le principal moteur de vos pensées pour ces élections? Ça sera l'accessibilité financière, l'inflation, ces questions-là. Ce ne sera pas la menace de la démocratie. Ce qu'il constate, c'est que lorsque nous pensons à la polarisation en politique, nous avons tendance à penser à la gauche et à la droite, ce qui est vrai. Mais au sein de la gauche et de la droite, ils ont leurs propres électeurs désengagés. Des gens qui ne sont pas accros de la politique. Donc ce mouvement, dans son ensemble, est un junkie de la politique. Nous vivons pour des événements actuels et historiques pour ce qui va se passer demain, mais nous sommes une minorité. Et les politiques, donc ces personnes-là sont des minorités et les accros de la politique sont une minorité de personnes. La majorité des personnes sont ceux qui ne s'engagent pas. Mais lorsque vous vous engagez pas, vous êtes orienté dans la mauvaise direction. Peut-être que vous voulez juste regarder les sports, écouter les chaînes sportives, regarder, écouter ceux qui vous entraînent vers le bas. Si vous êtes aux États-Unis et que vous regardez donc uniquement des chaînes sportives, il y a comme une atmosphère ambiante qui est anti-Biden. Elle est là. Ce n'est pas directement présenté, mais c'est là et ça mène, parce qu'ils ont ce qu'ils ont découvert, c'est que les électeurs non engagés votent. Donc il y a beaucoup de gens qui ne votent pas et une masse de gens qui sont désengagés, mais qui votent quand même. C'est le cas en Australie, où le vote est obligatoire et où la majorité des Australiens sont désengagés.
Donc lors des élections, nos hommes politiques doivent passer leur temps à ne pas contrarier personne. Alors que la politique américaine a tendance à être plus toxique parce qu'elle doit amener les gens aux urnes. Donc leur campagne est plus conflictuelle que la nôtre, en raison donc, de la différence de situation. Donc le désengagement est une position très dangereuse. Si nous pensons à Daniel chapitre 6, donc vous pouvez prier. Darius, ça c'est une mauvaise décision. Vous pouvez prier Dieu, ou alors vous pouvez ne pas prier. C'est également une mauvaise décision. Donc notre engagement au sein du mouvement, si nous reflétons cela également, est également très révélateur. L'autre chose à noter également, c'est le rôle des influences, des influenceurs. Le mouvement a déjà parlé des influenceurs. Et les influenceurs également, même s'ils ne parlent pas de politique, ils vous guident sur une voie particulière. Et là, c'est une citation d'un article de Vox du 28 mai 2024. Il est possible que le déclin de l'influence des grands organes de presse rende l'électorat de plus en plus méfiant. Ces 4 dernières années ont vu la prolifération des podcasts et de gourous des médias alternatifs qui dépeignent le gouvernement, les autorités médicales et les médias traditionnels comme désespérément corrompus. Comme de plus en plus d'électeurs s'informent auprès de ces influenceurs, il est plausible que la méfiance à l'égard de la politique s'accroisse. Mais parmi ceux qui s'informent principalement sur les médias sociaux, le président devance le candidat du troisième parti de seulement 2 points de pourcentage. Donc je vais partager un autre article. Donc, où les gens s'informent-ils? Donc là, c'est un article de NBC. NBC est réalisé par le projet 538, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est un très bon système de sondage. Mais ça, c'est la préférence présidentielle et comment elle varie en fonction de la consommation d'informations. Ceux qui ne suivent pas l'actualité politique, 53% sont plus susceptibles de voter pour Trump que pour Biden. Ceux qui s'informent donc sur YouTube ou Google, vous pouvez voir le rouge, Trump, sur Biden. Les journaux télévisés en rouge par rapport à Biden, les médias sociaux, le rouge l'emporte sur le bleu. Et si on descend sur les sites web numériques, les informations nationales, ABC, alors le bleu l'emporte vraiment sur le rouge. Donc Trump s'en sort le mieux auprès de ceux qui ne suivent pas l'actualité politique. Donc oui, la façon dont les choses sont gérées en ce moment, c'est qu'il est possible d'être totalement immergé dans l'actualité et impossible d'être totalement désengagé, possible d'être totalement désengagé de l'actualité. Mais être désengagé en tout cas est une chose dangereuse, très dangereuse. Et l'autre chose qu'il constate, c'est que au sein des démocrates, il y a des gens qui sont vraiment engagés dans la politique et qui, alors je ne dis pas de l'extrême gauche, on ne parle pas d'extrême gauche ou de centriste, là c'est un genre tout à fait différent. Donc les démocrates sont engagés en politique, il y a ceux qui sont désengagés. Ceux qui sont désengagés sont plus susceptibles de penser à l'inflation, à l'accessibilité financière,
comme étant des choses qui les inquiètent dans le cadre de l'élection. Ceux qui sont engagés sont préoccupés par les menaces qui pèsent sur la démocratie. Et le fossé, ce qu'il montre, c'est que l'écart entre les démocrates engagés et les démocrates désengagés est plus grand que l'écart entre les démocrates désengagés et les républicains désengagés. Ils sont beaucoup plus proches les uns des autres. Et ce sont ceux qui vont déterminer l'issue de l'élection, parce qu'ils sont majoritaires. Et donc les partis politiques sont vraiment, ou au moins les démocrates, essaient vraiment d'engager les désengagés. Les républicains n'ont même pas besoin de s'en préoccuper parce qu'ils sont de toute façon dans leur camp. Donc la dernière chose que je veux, ou l'avant-dernière chose que je veux présenter, c'est le 30 mai. Que s'est-il passé le 30 mai ? Le 30 mai, il y a eu un tremblement de terre qui a émané d'une salle d'audience du sud de Manhattan jeudi soir. Le 30 mai, Donald Trump est devenu le premier ancien président des États-Unis à être condamné pour des crimes. L'ancien président Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents commerciaux afin d'éviter des pots de vin afin d'éviter que des pots de vin ne soient versés avant l'élection de 2016. L'accusation new-yorkaise portée par Alvin Bragg a été jugée devant un jury au tribunal des requêtes. Malgré une stratégie de défense agressive, de multiples violations d'un ordre de silence, des abus manifestes à l'égard des témoins et la menace imminente d'un Donald Trump qui vous regarde fixement, les jurés ont déclaré Trump coupable à l'unanimité de tous les chefs d'accusation. Donc il a été déclaré coupable de 34 chefs d'accusation de fraude commerciale. Pourquoi est-ce que c'est important ? Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est un crime ? Les termes délit et crime ne sont pas utilisés et on ne les utilise pas ici. Un délit est un crime moins grave et un crime est un crime plus grave. Ici, nous les appelons les infractions punissables et les infractions sommaires. En Australie, donc, une infraction sommaire est la même chose qu'un délit. C'est un crime moins grave. Et une infraction punissable, c'est la même chose qu'un crime. Donc là, nous avons une fraude commerciale. Falsification de données, documents commerciaux. La falsification de documents commerciaux est normalement considérée comme un délit. Mais pourquoi a-t-il été condamné en tant que crime ? Pourquoi est-ce que ça a été chargé en tant que crime ? Parce que ce délit a été utilisé pour couvrir un autre crime. Donc si vous falsifiez des documents commerciaux, ce qui est un délit mineur, pour couvrir un autre délit, alors ça devient un crime. Et c'était quoi cet autre crime ? Cet autre crime, c'était la fraude électorale. Donc ce que dans cette histoire, dans cette affaire, porte en fait sur ce procès est essentiellement une affaire de fraude électorale. Ce que les jurés ont dû faire, donc, ils devaient se dire, est-ce que Donald Trump, au-delà de doutes raisonnables, a causé la falsification de documents d'affaires et afin de dissimuler un autre crime, afin de dissimuler une loi électorale de New York qui est donc d'utiliser des moyens illégaux pour promouvoir un candidat dans une élection. Donc il y a une loi électorale new-yorkaise, il est interdit d'utiliser des moyens illégaux pour promouvoir un candidat à une élection. Donc c'est pour cela que c'est devenu une accusation aussi grave, un crime. Alors il y a trois façons qu'il a utilisées pour falsifier ces documents. Vous pourrez les chercher vous-même, mais les jurés n'avaient pas besoin d'être unanimes dans leur décision sur la façon dont il l'a fait. Il y avait plusieurs façons, en tout cas, de falsifier, dans laquelle il a falsifié ces documents.
Mais pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que c'était une si mauvaise chose qu'il ait couché avec une star du porno? C'est une question morale, nous ne l'approuverions pas, mais le fait qu'il ait étouffé l'affaire, qu'il ait versé de l'argent à la star de porno pour qu'elle reste discrète. Donc oui, non, c'était pas une bonne chose à faire. Mais ce qui a eu un tel impact, c'est que c'était au public de décider si c'était bien ou mal. Si cette information avait été diffusée, le public l'aurait utilisée pour prendre sa décision lors des élections. Mais le public n'a jamais été autorisé à prendre cette décision parce que l'information avait été cachée. Donc Donald Trump s'était déjà attiré les ennuis avec les Hollywood Tapes, où il avait dit qu'il pouvait attraper n'importe quelle femme par les parties génitales, ce qu'il avait déjà fait. Il était tellement connu dans les cercles new-yorkais pour ses abus envers les femmes. Donc c'est tout simplement prolifique. Ce n'était pas un secret pour les New-Yorkais. Donc cette information avait déjà été révélée par les bandes d'accès Hollywood. Et si cette information avait été révélée à propos de l'argent versé à la star de porno, cela aurait vraiment affecté non seulement les résultats de l'élection, mais aussi sa position au sein du Parti républicain. Il n'avait donc à l'époque pas de soutien qu'il a aujourd'hui. Donc la dissimulation de ces informations a donc eu un impact sur l'élection de 2016. Nous pouvons donc penser qu'il y a des éléments majeurs qui ont empêché Hillary Clinton d'être élue en 2016. Nous savons que les Russes sont impliqués, la désinformation et la collusion fait partie de notre message du crime minuit. Ce qui a également fait surface récemment, c'est le travail de Wikileaks et la façon dont Julian Assange s'est retourné contre Hillary Clinton et a eu un effet majeur. C'est la raison pour laquelle une grande partie de la gauche a cessé de le soutenir. C'est parce que sa divulgation d'informations a nui à Hillary Clinton. Et maintenant, nous savons également que ces pots de vin, nous ne saurons jamais que parce que les gens n'ont jamais eu ces informations pour décider de leur vote. Donc 30 mai était donc un événement majeur. Il n'est pas techniquement un criminel condamné jusqu'à ce qu'il soit condamné, et il sera condamné le 11 juillet. Trump a donc fait ce qu'il fait toujours, il a utilisé son argent et son influence parce qu'il est riche et bien connecté pour cacher la vérité au peuple américain. Est-ce que c'était grave? C'était aux électeurs de décider. Et il leur a retiré ce choix. Donc nous avons l'interférence électorale. Alors certaines personnes, si vous n'avez pas suivi cette affaire judiciaire, il est difficile de savoir de quoi il s'agissait vraiment. Mais il s'agit essentiellement d'ingérence électorale et pas de la moralité de Donald Trump. Ce n'était pas ce pourquoi il a été jugé. Alors, la dernière chose que j'aimerais partager pour terminer, juste pour ajouter aux études précédentes, c'est que l'année dernière, nous avons présenté un livre, L'amant démoniaque de Robin Morgan, sur la sexualité ou les racines du terrorisme, selon l'édition que vous avez, sur la sexualité ou les racines du terrorisme. Et ici, Robin Morgan, je vais vous lire la couverture. Elle établissait donc le lien entre le terrorisme et la sexualité. Comment pouvons-nous comprendre le charisme sexuel que la violence dégage? Elle confronte et explore le terrorisme de gauche et de droite, qu'il soit révolutionnaire ou sanctionné par l'État, et le relie au patriarcat. Donc, je ne vais pas prendre le temps de passer en revue ce que nous avons partagé, mais je vais juste vous emmener à la fin de son livre, où elle donne un certain nombre de stratégies pour contrer le terrorisme.
le terrorisme patriarcal. La première stratégie qu'elle donne, elle dit, elle parle des femmes. Elle regarde le monde, elle pense, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire pour changer tout cela. Mais ceux qui sont au pouvoir ne savent pas non plus ce qu'ils font. Donc en fait, elle est très honnête. Je ne sais pas comment changer tout ça, mais personne ne le sait non plus. Elle va donc proposer quelques stratégies. La première stratégie, c'est que les femmes, elles, exigent que toutes les filles soient enseignées l'autodéfense dans des cours obligatoires à l'école primaire. Elle sait que cette demande est cohérente avec une véritable anti-violence, car s'il n'y a pas de proie, il ne peut y avoir de prédateur. Et parce que des formes telles que le judo et l'aïkido retournent astucieusement la propre force de l'attaquant contre lui-même. La stratégie numéro 1, donc, c'est l'autodéfense. Et pas n'importe quelle autodéfense. Mais elle recommande cela en particulier. Quelle est la deuxième stratégie? Elle se souvient qu'il y a des endroits dans le monde où les femmes ne peuvent toujours pas voter. Elle utilise donc son bulletin de vote comme un levier potentiellement radical. Je m'en tiendrai là. Mais le numéro 1, ou en tout cas les deux stratégies qu'elle énumère sont l'autodéfense et le vote. Le vote est important. Chaque vote compte. La participation individuelle de chaque personne est importante. Et il est facile de penser que l'on peut se perdre dans tout cela et qu'on n'a pas vraiment d'importance, qu'on peut juste dériver et suivre en fait la marée. Mais ça ne marche jamais, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas sain, ce n'est pas sûr. C'est pourquoi la participation personnelle en interne est nécessaire. Donc ça, c'est une révision des deux présentations qui ont été téléchargées il y a quelques semaines. Et donc là, j'ai ajouté des informations que j'avais oubliées. Et je voudrais également partager un résumé très succinct ou très bon, que je trouve très bon, de cette présentation qui a été partagée avec moi par un membre du Kenya. Ils ont écrit donc: quand nous avons marqué 2014, 2019 et 2021 comme des lois fantômes du dimanche, ou des développements en tout cas pour la loi du dimanche, et que nous devons lier les événements comme je l'ai démontré, les trois balises portent tous sur le Parti républicain. 2014, c'est la purge du Parti républicain des modérés. 2019, l'occasion pour les républicains de destituer Trump, mais ils ont échoué. 2021, la deuxième occasion pour les républicains de destituer Trump pour les insurrections du 6 janvier, mais ils ne l'ont pas fait. Et puis la convention républicaine qui le couronnera, ou ils le couronneront, même s'il est un criminel condamné, et ce en juillet 2024. Donc j'ai trouvé que la manière dont cette personne a enchaîné 2014, 2019, 2021 et 2024 était très bien faite. Donc nous allons terminer par la prière. Cher Dieu qui est au ciel, tellement de choses se passent autour de nous en ce moment. Ça peut être accablant, mais nous ne sommes pas découragés. Cela ne nous dérange pas d'être comptés parmi la minorité qui voit la vérité dans l'observation des événements actuels et la compréhension de l'histoire. Nous te demandons simplement de continuer à nous aider, à aiguiser nos outils pour que nous puissions comprendre ces événements correctement et en tirer les bonnes conclusions. Donc, Seigneur, conduis-nous et guide-nous. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen.